Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la bataille d'Azincourt, qui se déroule le 25 octobre 1415, qui voit Henri V, roi d'Angleterre, vaincre une armée française largement supérieure en nombre pendant la guerre de 100 ans. Les Anglais gagnent grâce à leur supériorité, avec leur arc long, de leur position sur le terrain et de leur discipline. Les Français souffrent de leur dépendance à l'égard de la cavalerie lourde sur un terrain difficile et de l'indiscipline de leurs commandants. Vous voulez en savoir plus sur la bataille d'Azincourt? Venez avec moi. La guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France commence avec Édouard III, roi d'Angleterre, qui fait son possible pour faire valoir ses prétentions au trône de France. La mère d'Édouard III, Isabelle, est la fille de Philippe IV le Bel. Mais la naissance et la diplomatie ne suffisent pas à persuader les rois français de céder leur trône. Les Anglais prennent un bon départ lorsque la guerre finit par éclater, en détruisant d'abord une flotte française lors de la bataille de l'Écluse en 1340, puis en remportant deux grandes victoires sur le champ de bataille, la bataille de Crécy en 1346 et Poitiers en 1356. Dans les deux cas, l'arc long anglais dévastateur surmonte un avantage numérique français. À Poitiers, le fils d'Édouard III, le prince noir, réussit à capturer le roi Jean de Lebon, ce qui aboutit au traité de Brétigny de 1360 par lequel Édouard III renonce à ses prétentions au trône de France, à condition que le roi de France lui accorde des territoires. Après une période de paix, la guerre de 100 ans se poursuit lorsque Charles V commence à récupérer les anciens gains territoriaux anglais. Charles V évite astucieusement les grandes batailles à grande échelle, auxquelles les Anglais ne pouvaient de toute façon plus se livrer, et en 1375, les seules terres françaises appartenant à la couronne anglaise étaient Calais et une mince tranche de Gascogne. Pendant le règne de Richard II, la paix règne en grande partie entre les deux nations. Mais lorsque Henri V monte sur le trône en 1413, la guerre reprend. Avec les pirates français qui se déchaînent dans la Manche et la possibilité d'obtenir des terres et du butin en cas d'invasion d'une France chancelante, la majorité des barons anglais et du Parlement étaient enthousiastes à l'idée d'entrer à nouveau en guerre. Henri V bénéficiait également du soutien financier de l'Église. Après s'être occupé de l'hérésie des Lollards en 1414, le roi anglais bénéficiait également d'un autre avantage. Charles VI avait graduellement sombré dans la folie, et cela avait conduit la noblesse française à se diviser, tout en divisant le royaume en factions rivales, principalement les Bourguignons et les Armagnacs. Le moment était venu pour Henri V de faire valoir ses revendications en tant que roi légitime de France. Les armoiries royales anglaises montrant toujours, à dessein, les trois lions d'Angleterre et la fleur de lys de France. Il était maintenant temps de faire valoir ses revendications par une réalité. Henri V dévoile ses intentions en août avec l'invasion de la Normandie, avec une armée d'environ 10 000 hommes. Le roi d'Angleterre dirige son armée en personne, aidé par ses deux frères, les ducs de Clarence et de Gloucester. Les Anglais s'emparent du port d'Harfleur, au bout d'un siège éreintant de 5 semaines. À l'approche de l'hiver, et alors que ses forces n'étaient plus que de 6 000 à 7 000 hommes en raison des combats plus longs que prévus à Harfleur et d'une vague dévastatrice de dysenterie, Henri V décide de faire retraite à Calais, tenu par les Anglais, et de se regrouper. Le roi quitte Harfleur le 8 octobre 1415 et longe la côte, jusqu'à ce qu'il ne soit obligé de mener son armée loin à l'intérieur des terres, afin de traverser la Somme. Les Français avaient détruit des ponts, en gardaient d'autres et avaient brûlé la campagne pour empêcher les envahisseurs de s'approvisionner. Henri V trouve finalement un point de passage peu profond, près de Voyenne, le 19 octobre. C'est sur le chemin du retour vers la côte qu'une importante armée française intercepte les envahisseurs, qui, ironiquement, étaient sur le chemin du retour vers leur territoire. Les deux camps présents à Azincourt disposaient d'une cavalerie lourde composée de chevaliers et d'infanterie, mais c'est l'arc long anglais qui s'avère une fois de plus décisif. L'arme la plus dévastatrice sur le champ de bataille médiéval, ces arcs longs mesuraient entre 1,5 et 1,8 mètres de long et étaient le plus souvent fabriqués à partir d'ifs et cordés avec du chanvre. Les flèches, capables de percer les armures, mesuraient environ 83 cm de long et étaient fabriquées en frêne et en chêne pour leur donner plus de poids. Un archer expérimenté pouvait tirer 15 flèches par minute, soit toutes les 4 secondes. Les Français disposaient d'un petit contingent d'archers, mais continuaient à privilégier les arbalètes striées.
qui nécessitaient beaucoup moins d'entraînement que les archers, mais qui ne pouvaient tirer qu'un carreau d'arbalète contre 5 flèches. Les archers anglais étaient généralement positionnés sur les flancs, d'où ils pouvaient plus facilement atteindre les chevaux ennemis, qui n'avaient généralement qu'une protection blindée sur la tête et la poitrine. Les hommes d'armes pouvaient commencer à combattre à cheval puis descendre, à partir à pied dès le début. L'infanterie ordinaire, généralement gardée en réserve jusqu'à ce que la cavalerie ou les chevaliers à pied ne se soient affrontés, avait peu ou pas d'armure et maniait des armes telles que des piques, des lances, des haches et des outils agricoles modifiés. Peu de canons furent utilisés à Azincourt, c'était encore à l'époque une arme relativement nouvelle et peu fiable. Les Anglais n'en avaient aucun, même s'ils en avaient utilisé lors du siège d'Harfleur, tandis que les Français n'avaient probablement que quelques petits canons portatifs. À Azincourt, les archers étaient commandés par le très expérimenté Thomas Erpingham. Il convient également de noter que le nombre élevé d'archers n'était pas seulement dû au choix des armes. Le salaire d'un archer n'était que la moitié de celui d'un homme d'armes, et Henri V ne disposait de liquidité que pour quelques mois. De combats sur le terrain, le roi espérait que le butin comblerait le manque à gagner et lui permettrait de prolonger sa campagne. Le connétable de France, Charles d'Albret, avait rassemblé une armée d'environ 20 000 hommes pour affronter la force ennemie de 6 à 7 000 hommes. Le connétable expérimenté et Baudicou, le maréchal de France, étaient tous deux d'accord pour dire que la meilleure stratégie était d'encercler et d'affamer l'ennemi afin de le soumettre. En effet, le ravitaillement était le problème numéro 1 d'Henri V. Cependant, les nobles français, plus jeunes et impétueux, passent outre et optent pour une attaque frontale beaucoup plus risquée dans l'espoir d'écraser les Anglais par leur supériorité numérique. Les deux armées se rencontrent le 25 octobre 1415 près du village d'Azincourt, à environ 75 km au sud de Calais. 4 récits de témoins oculaires ont survécu, 2 de chaque côté, signifiant que les détails sont mieux connus que ceux de nombreuses autres batailles médiévales, comme lors des 2 grandes victoires que l'Angleterre avait remportées précédemment dans la guerre de 100 ans à Crécy et à Poitiers. Les Français commirent l'erreur fatale de laisser les envahisseurs choisir leur propre position défensive. Cette erreur fut peut-être due au fait que les commandants français avaient sous-estimé la taille de l'armée anglaise. Henri V rassemble ses troupes dans une dépression naturelle flanquée de bois protecteurs. Les Français auraient dû alors attaquer dans une zone confinée et donc annuler leur vaste avantage numérique. Les troupes anglaises étaient disposées avec des archers sur les 2 flancs et à l'avant et protégées par des piquets aiguisés de 1,8 mètres plantés en biais. Le plan de bataille français, découvert dans un document qui subsiste encore aujourd'hui, semble avoir été des archers des arbalétriers juste devant et sur le côté du corps principal qui était composé d'hommes d'armes au centre et d'infanterie ordinaire de chaque côté. Ensuite, 2 grandes ailes composées de cavalerie lourde et de troupes de soutien devaient rejoindre le corps principal de l'armée française et le faire avancer. Une aile attaquant le flanc droit de l'ennemi et l'autre l'arrière des Anglais. Mais comme souvent dans les guerres, le plan était loin de correspondre à la réalité. Le champ de bataille était dans un état choquant pour les chevaux. Le champ récemment labouré et la pluie de la nuit avaient créé une mer de boue pour les 2 camps. Les Anglais avaient une armure plus légère que leurs homologues français, ce qui s'avéra très utile dans les conditions de la bataille. En fait, les Français ne voulaient pas entrer dans le défilé où Henri V avait stationné ses troupes, et il le fit donc avancer un peu pour une position un peu plus exposée pour les inciter à charger hâtivement. D'après les descriptions, il semble que les archers aient emporté leurs pieux pointus avec eux. Les arbalétriers et les archers français firent partir quelques saves. Plus la cavalerie charge, mais ces unités étaient réduites en nombre, car de nombreux nobles avaient quitté les lignes pendant le long délai avant le début du combat. Les 2 ailes de cavalerie ne pouvaient pas non plus attaquer le flanc et l'arrière de l'armée anglaise, car les 2 côtés étaient maintenant protégés par des arbres. Parmi les chevaliers qui attaquent, beaucoup tombent de leur cheval et virent leurs armures transpercées par de puissantes flèches anglaises, qui leur étaient tirées depuis plusieurs directions. L'attaque française fut repoussée sur sa propre infanterie, qui avançait, tandis qu'une 2e vague de cavalerie vient s'ajouter à la première, principalement sur les flancs, afin d'éviter leurs propres hommes. Très vite, le terrain n'était plus qu'un marécage de boue, après le passage de tant de chevaux et d'hommes, tandis que les corps s'entassaient, bloquant davantage le défilé.
La phase suivante de la bataille voit des hommes d'armes se battre à pied des deux côtés, ainsi que les archers anglais qui utilisaient maintenant leurs épées, haches et maillets, alors que le champ de bataille devenait encore plus chaotique et boueux. Il y avait maintenant tellement de cadavres et de blessés que si un chevalier en armure tombait, il y avait de fortes chances qu'il suffoque dans la masse des hommes et des chevaux qui se tordant de douleur. La plupart des 3e unités françaises, ainsi que celles arrières, quittaient alors le champ de bataille. Contre toute attente, Henri V avait mené ses hommes à une victoire impitoyable. Les pertes françaises furent énormes, environ 7000 hommes. Les Anglais ne comptaient peut-être que 500 morts. L'une des raisons de ce taux de mortalité élevé chez les Français est vers la fin de la bataille, Henri V avait ordonné l'exécution des prisonniers lorsqu'il reçut la nouvelle qu'un contingent de l'ennemi avait attaqué le train de bagages anglais à l'arrière et que le reste du 3e rang des troupes françaises semblait encore vouloir se battre. Le roi d'Angleterre craignait peut-être que la bataille ne reprenne et ne voulait donc pas que ses hommes soient préoccupés par des prisonniers qui pourraient eux-mêmes reprendre le combat. Exemple gênant de la façon dont les règles de la chevalerie médiévale n'étaient pas toujours respectées dans le feu de la bataille. Parmi les soldats tombés à Zincourt figuraient la plupart des membres de la noblesse française, dont 3 ducs, 6 comtes, 90 barons, le connétable de France, l'amiral de France et près de 2000 chevaliers. Cette réduction de la noblesse française signifiait qu'il y aurait une résistance limitée aux prochains affrontements. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 23 mars 1415, on voit l'abdication du doge de Gênes. Georges Andorno, Barnabé de Guano, lui succède du 29 mars au 3 juillet. Le 29 mars, l'empereur byzantin Manuel II Paléologue débarque près de Corinthe. Le 8 avril, il restaure en 25 jours le mur d'Hexamilion qui défend l'isthme. Le coup de l'opération provoque la révolte des archontes du Péloponnèse. Le 21 août, les Portugais s'emparent de Ceuta, mettant en place les fondations d'un empire portugais en Afrique. La prise de la ville coûte aux Portugais 8 morts et une journée de débarquement. Le 30 décembre 1415, Bernard d'Armagnac est nommé connétable de France et fait régner la terreur dans Paris. Comme on l'a vu, la bataille d'Azincourt met l'accent sur la défaite définitive des charges de chevaliers. Les conséquences de la bataille, Henri V peut prendre facilement le contrôle de la Normandie, puis marcher sur Paris. En outre, en vertu du traité de Troyes de 1420, Henri V atteint son objectif et fut nommé à la fois régent et héritier du roi Charles VI. Grâce à ses victoires et avec un peu d'aide littéraire de la part d'auteurs tels que William Shakespeare, Henri V est devenu un héros durable et Azincourt reste à ce jour l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire anglaise, commémorée dans l'art, la littérature et les chansons. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.